Merci Viviane d'avoir ainsi prolongé le bel exposé que nous avions entendu hier du juge Fletcher. Vous êtes très complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et nous sommes au cœur là, du droit américain avec le rôle du juge national entre le niveau local et le niveau international. Alors, si vous regardez sur le site l'enregistrement long avec le juge Fletcher, avec le juge Breyer, le juge Fletcher n'est pas encore à la Cour suprême, peut-être pas si loin que ça. Vous verrez qu'en effet, le juge Breyer a évolué par lui-même de son évolution par rapport au droit comparé, comme vous l'avez rappelé. C'est-à-dire que pendant longtemps, les droits étrangers, c'était l'idée chacun chez soi, souveraineté solitaire des États. Et progressivement, à travers des affaires, notamment dans le domaine du commerce, mais pas uniquement, la Cour suprême commence à se poser la question comment faire marcher les différents droits ensemble. Autrement dit, comment aller vers une meilleure synergie, voire une certaine harmonisation, il a prononcé le mot plusieurs fois, entre les différents droits. Mais pour ça, il faut les connaître. Et du coup, il soulève la question comment résoudre le knowledge gap qu'il constate sur la connaissance des droits étrangers. Mais je vais tout de suite ouvrir le débat parce que l'objectif, c'est donc de se donner à peu près... Alors on projette le film. Oui, on va projeter. Alors, on va tout de suite projeter le film. Je ne sais pas s'il est prêt. Encore une fois, là, le film, c'est la partie sans discussion, mais c'est uniquement le juge Breyer lancé par Alain Suppiot. Donc, Justice Breyer, comme vous le savez, l'Alien Tort Act avait suscité, et sa mise en œuvre par la Cour suprême, énormément d'espoir dans l'ensemble des ONG et chez tous ceux qui cherchent un juge pour obliger des tortionnaires ou ceux que vous appelez les pirates à répondre de leurs actes. Et il y avait une grande attente sur ce cas qui a donc été tranché à présent. Et l'interprétation de cet arrêt paraît très délicate parce qu'on pensait que la porte serait soit ouverte, soit fermée. Il semble qu'elle soit entrouverte. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment lire cette décision? Oui, le Alien Tort Statute, il faut en première connaître les mots. Les mots de cet acte, le texte dit, c'est une loi américaine, il dit qu'un étranger peut être dédommagé pour un préjudice par des actes, il ne dit pas par qui des actes, mais par des actes qui sont contre à la loi, au droit des nations. Ça veut dire le droit international. On peut recevoir des dommages civils. Et ça, c'est un acte bien intéressant, important et plein de problèmes. Origine, d'où elle vient, cette loi? Vraiment, dans le 18e, il y avait un Français à Philadelphie, un ambassadeur, il avait un ennemi qui voudrait le déshonorer, qui l'a frappé la canne. Mais cet ambassadeur n'avait aucun recours, parce qu'il n'y avait pas une loi. La même chose environ est arrivée à New York, avec une invasion de la police de New York à une ambassade de Néerlande. Pas de recours. Donc le Congrès a promulgué cette loi qui était utilisée aussi contre les pirates. Parce que dans le 18e, un pirate était un ennemi commun de l'homme. Et si on trouve un pirate dans n'importe quel pays, on le prend. Et si on reçoit de l'argent, de la monnaie qui tombe, on donne cette monnaie aux victimes de la piratie. Et après cela, l'acte disparaît il y a environ 45 ans, quand il y avait une femme de Paraguay, Dolly Fil Arteaga,
très courageuse. Elle avait un frère qui était saisi et torturé à mort par les agents de la dictateur Stroessner. Après, elle a trouvé un de ses agents à Brooklyn, New York. Elle y est. Elle a porté une affaire contre lui sur cet acte, avec les mots de cet acte. Et la cour, le tribunal, a décidé en sa faveur. Il a dit, oui, la torture, c'est contre la loi des nations, et aussi, elle est étrangère. C'est très bien, c'est assez. Après cela, il y avait les autres affaires. Et contre les Marcos, par exemple, en Philippines, qu'on a trouvé ces deux personnes en Hawaï, fait partie des États-Unis, les victimes ont porté plainte. Très bien. Mais les limites de cet acte, commencent à épanouir un peu. Comment? Esclavage, comme la torture, pirate. Mauvaises conditions de travail. Est-ce qu'ils sont esclavages? Peut-être, ça dépend sur les conditions. Environnementaux. Les mots environnementaux. C'est contre la loi internationale. Ça dépend. De temps en temps, oui. Et contre les sociétés aussi. Difficile à dire. Et aussi, contre quelqu'un qui aide à quelqu'un, c'est quelqu'un qui aide l'assassin de l'archevêque de El Salvador. Mais quand est quelque chose un meurtre simple, ou quand est-ce qu'il est si affreux que c'est une violation de loi des nations. Ils sont des problèmes des limites. Mais ça, c'est vrai de tous les droits, de toute loi a des problèmes de limites. Mais il y avait 4 problèmes spéciaux. Il y avait un problème de légitimité aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, l'idée de Madison et les autres fondateurs qui trouvent leur idée dans les lumières de la France, l'idée c'était le peuple, ou qui ont le pouvoir, et ils délèguent le pouvoir au gouvernement. À la différence des rois, où le pouvoir était central, et ils délèguent la liberté. Ça veut dire en concret qu'à nos jours, les Américains ont une certaine méfiance des fonctionnaires ou des juges ou des tribunaux sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Ça veut dire les étrangers. Parce que les juges aux États-Unis, même s'ils sont des juges fédéraux qui ne sont pas élus, mais ils sont nommés par des personnes comme le président des États-Unis ou des personnes, les citoyens des États-Unis, sont élus. Ce n'est pas le même avec un juge étranger. Donc, il y a une certaine méfiance. Ce n'est pas fatal, mais ça existe à l'esprit. Et ici, c'est le droit international. Et c'est les juges internationaux qui ont fait ce droit international. Donc, qui sont-ils, ces personnes? Qui sont-elles? Deuxième problème des institutions. J'ai parlé des esclavages ou le système de travail ou des choses, des mots environnementaux. Ça, c'est un sujet pour les fonctionnaires. C'est des sujets pour les experts, pas pour les juges. Mais est-ce que les juges, sur la loi, Alien Tort Statute, vont se trouver en place des fonctionnaires ou des experts? Troisième problème, ingérence. Apartheid était certainement un système comme la piratie, mais le gouvernement de l'Afrique du Sud a déposé un mémoire qui a dit « Nous sommes absolument contre le gouvernement de l'Afrique du Sud de nos jours. » C'était Mandela, pas avant. Mais lui, il a déposé un mémoire qui a dit « En Afrique du Sud, nous sommes tout à fait contre aux juges des États-Unis qui vont trancher une affaire
sur l'apartheid en Afrique du Sud parce que nous avons nos moyennes, la Commission pour la vérité et la conciliation. Et les juges américains n'en savent beaucoup. Il ne faut pas faire une ingérence avec nos moyennes. Et quatrième problème, c'est un problème, je dirais, généralisation, parce que si un juge américain peut avoir dommagé quelqu'un pour un acte d'un étranger, les tribunaux étrangers peuvent faire exactement la même chose pour un acte commis aux États-Unis. Et est-ce qu'on va voir les juges en Belgique ou en Espagne ou n'importe où, ils vont faire payer des dommages à Henry Kissinger ou quelqu'un qui n'est pas trop populaire, en tout cas. Vous voyez? Est-ce qu'on peut trouver des moyens d'interprétation que va marcher avec les autres pays, avec des droits similaires, avoir la même interprétation? Ça va harmoniser ensemble. Ces 4 problèmes font un grand problème pour les tribunaux. Quelle interprétation? Quelle interprétation? Une interprétation maximale? Une interprétation où il est facile de déposer une plainte et de gagner? Les étrangers qui ont souffert des actes étrangers. S'il est trop facile, que faire avec ces 4 problèmes? Mais minimalise, un minimum. Si c'est un minimum, pas de problème avec les 4 problèmes. Mais Dolly Filler-Ortega, il faut se souvenir, il faut rappeler à l'esprit Dolly Filler-Ortega, parce qu'on ne veut pas déprimer cette femme courageuse de sa possibilité de déposer une plainte, de porter une affaire. On trouve une moyenne, quelques courses moyennes. Ça, c'est ordinaire pour les juges. Essayez de trouver une course moyenne. Quelle? Et ça, c'est l'affaire Kiobel. Kiobel, il y avait 4. C'est une affaire où l'acte était à l'étranger. Le demandeur étranger, mais qui vient aux États-Unis. Et le défendeur étranger, des sociétés avec très peu de présence aux États-Unis, 2 petits bureaux. Que dire? 4 membres de la Cour disent il y a une présomption contre application au-delà de la frontière des lois américaines. En ce cas, ce n'est pas surmonter cette présomption. Fin. 4 personnes et j'en étais un. Non, ce n'est pas si serré que ça. C'est que on peut porter une affaire, on peut déposer une plainte si si l'acte était commis aux États-Unis, naturellement, ça c'est très peu. Si le demandeur est aux États-Unis, oui, mais aussi si l'acte est à l'étranger et la personne qui a commis cet acte cherche refuge aux États-Unis. En ce cas, on peut monter en affaire. Ça, il y avait 4. Donc, nous avons 4 et 4. Et le 9e a dit, il y a une présomption contre, mais il y a des conditions qui peuvent surmonter cette présomption, lequel, il a dit, ce n'est pas nécessaire de décider maintenant. On va voir. Et les 4 qui étaient pour les présomptions très, très serrées, ils ont dit aussi, il pourrait être une affaire où les conditions sont différentes, lequel il n'est pas nécessaire de décider maintenant. Donc j'ai dit, très bien, la chose est incertaine, comme beaucoup des choses dans le droit, mais c'est un excellent exemple, comme l'état du monde à ce moment nous engage au droit, aux pratiques, aux affaires, au-delà de la frontière des États-Unis. Et il y a beaucoup plus des exemples.
Ce n'est pas les juges internationaux, c'est les juges ordinaires qui ont une liste des affaires qui exigent une connaissance de ce qui arrive au-delà des frontières. Malheureusement, vous ne pourrez pas poser de questions directement au juge Breyer, mais nous en avons posé quelques-unes, Alain Suppiot et moi, dans le long enregistrement que vous pourrez voir et écouter à loisir, et qui fait quelque chose comme 50 minutes et qu'il n'était pas question de passer. Je dirais simplement qu'il y a un point qui nous a paru important à l'un et à l'autre, c'est de demander au juge Breyer ce qu'il pensait de la contradiction apparente entre cette position très vertueuse finalement de la Cour suprême qui ne veut pas faire ingérence dans les affaires étrangères et qui donc dans l'affaire Kiobel est très prudente, et par ailleurs la législation américaine extraterritoriale extrêmement intrusive dans les domaines du commerce, de la corruption, de la comptabilité, sans parler des affaires d'embargo. Alors, nous lui avons posé la question et vous verrez ce qu'il a répondu. Vous voulez ajouter quelque chose, Alain ? Oui, j'aimerais bien qu'on baisse un peu la lumière. Et par ailleurs, c'est la seconde fois dans ma vie que dans un colloque, on a la présence via la vidéo d'un contributeur. Et la dernière fois, c'était le pape à l'occasion du centenaire de l'encyclique de Rerum Novarum. Et ce rapprochement a aussi valeur institutionnelle, puisque je pense que ce qui distingue vraiment le droit américain du droit britannique, c'est cette instance du dernier mot, qui est l'équivalent dans la longue histoire du droit de l'infaillibilité pontificale. Mais quand on manie l'infaillibilité, on est amené à faire la réponse que nous a fait Breyer. Écoutez, la porte n'est pas tout à fait fermée. Sous quelles conditions pourrait-elle se rouvrir? Nous ne sommes pas obligés de vous le dire. Je ne sais pas si les membres de la table ronde veulent intervenir à ce stade, ou sinon, je donne tout de suite la parole plus largement à la salle.